Bonjour à tous, je crois que le problème technique que nous avions a été réglé. Je suis Fadela Chaïb qui vous parle en direct du siège de l'OMS à Genève. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à la conférence de presse sur la Covid-19 mondiale en ce jour du vendredi 8 janvier. Avec nous dans la salle, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, le Dr Mike Ryan, directeur exécutif des urgences sanitaires, Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique pour la Covid-19, Dr Bruce Hayward, conseiller spécial du directeur général et responsable de l'accélérateur ACT, Dr Mariangela Simao, directeur général adjointe, responsable de l'accès aux médicaments et produits de la santé, et à distance, le Dr Kate O'Brien, directrice de la vaccination des vaccins et des produits biologiques, et le Dr Ed Kelly, directeur des services de santé intégrés. Bienvenue à tous. Nous avons des services d'interprétation simultanée dans les 6 langues officielles de l'ONU, plus le portugais et l'hindi. Sans plus attendre, j'aimerais maintenant inviter le Dr Tedros à nous faire part de ses remarques liminaires. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci Fadela. Bonjour, bonsoir. Le COVAX, établi par Gavi, CEPI et l'OMS en avril dernier, a désormais obtenu des contrats pour 2 millions de doses de vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 que nous allons déployer dès que les vaccins auront été livrés. Nous avons également un droit de premier refus sur une quantité supplémentaire d'1 milliard de doses. Cependant, voilà la difficulté. Aujourd'hui, 42 pays déploient des vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19. 36 de ces pays sont des pays à revenus élevés et 6 des pays à revenus intermédiaires. Il y a donc un problème évident. Les pays à revenus faibles et la plupart des pays à revenus intermédiaires ne reçoivent pas encore le vaccin. C'est un problème que nous pouvons et que nous devons résoudre ensemble par le biais du COVAX et de l'accélérateur ACT. D'emblée, les pays riches ont fourni la majorité de l'approvisionnement en vaccins multiples. Mais maintenant, nous voyons que tant les pays à revenus élevés que les pays à revenus intermédiaires, qui font partie du mécanisme COVAX, qui concluent des transactions bilatérales supplémentaires. Cela fait augmenter le prix pour tout le monde et cela signifie que les plus pauvres et les plus marginalisés des pays risquent grandement de ne pas obtenir le vaccin. Et certaines entreprises et certains pays n'ont pas soumis de données critiques dont nous avons besoin pour publier des listes d'utilisation d'urgence, ce qui bloque tout le système d'achat et de distribution. Le nationalisme vaccinal fait du mal à tous et il est autodestructeur. À l'inverse, la vaccination, si elle est équitable, permet de sauver des vies, de stabiliser les systèmes de santé et permettra un redressement économique véritablement mondial qui stimulera la création d'emplois. Et surtout, cela nous aidera à limiter les risques de voir le virus muter. Les variants actuels montrent que le virus fait de son mieux pour s'adapter à la circulation dans la population humaine. C'est tout à fait normal, c'est le cas de chaque virus, mais actuellement, nous l'aidons à s'épanouir si nous ne réduisons pas la transmission et si nous ne vaccinons pas de manière équitable. À l'avenir, j'aimerais que les fabricants m'accordent la priorité à l'approvisionnement et au déploiement par le biais du mécanisme COVAX. Et j'invite instamment tous les pays qui ont accumulé des vaccins à en faire don et à les libérer au COVAX immédiatement, qui est prêt dès aujourd'hui à les distribuer de manière équitable. Et j'exhorte tous les pays et les fabricants à arrêter de conclure des accords, des transactions bilatérales au détriment du mécanisme COVAX. Aucun pays n'est exceptionnel et ne devrait brûler la politesse et vacciner toute sa population alors que d'autres restent dépourvus du vaccin. La science a fait son travail. Ne gaspillons pas cette possibilité que nous avons de protéger la vie de ceux qui sont le plus exposés à des risques et veillons à ce que toutes les économies puissent se rétablir de manière égale.
Garantir la planification des systèmes de santé, la coordination, la formation et la logistique est une entreprise considérable. Et être à même également de distribuer les vaccins au milieu de cette recrudescence du virus, c'est également une gageure. L'initiative 100, pilotée par l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale, soutient plus de 100 pays et les aide à procéder à des évaluations rapides de leur état de préparation et à élaborer des plans spécifiques pour chaque pays en ce qui concerne les vaccins et autres outils de lutte contre la Covid-19. Et nous avons réalisé notre objectif. 100 pays ont déjà mené à bien ce processus très important et les gouvernements et systèmes de santé sont prêts à distribuer le vaccin à l'échelle mondiale. Nous sommes prêts, le COVAX est prêt, les pays sont prêts. Le moment de distribuer les vaccins de manière équitable, eh bien c'est maintenant. C'est un moment très dangereux dans la course de la pandémie et je ne veux pas que des gens se reposent sur leur laurier alors que les vaccins commencent à être distribués. Ces quelques derniers jours, nous avons enregistré les chiffres les plus élevés pour ce qui est des décès, quel que soit le moment de la pandémie. Et cela se produit parce que ces dernières semaines, il y a eu un manque de respect, de conformité par rapport à ce que les autorités sanitaires préconisaient dans plusieurs pays. Le virus en a tiré profit et se propage à une vitesse alarmante dans certains pays. Vous pourriez penser que cela ne vous arrivera pas à vous et que vous n'avez pas besoin de respecter les mesures. Le problème, c'est qu'avant même que vous ne le sachiez, le fait de ne pas respecter devient un peu une habitude. Les gens que vous connaissez miment le comportement et tout le système s'effondre. Le fait de ne pas se conformer aux mesures préconisées donne au virus la possibilité de se propager, ce qui met les personnes que vous aimez et vous-même en danger. Vous risquez d'être infecté et plus de personnes risquent de développer une forme grave de la maladie. Évidemment, la pression sur les agents de santé est encore plus forte. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent personnellement arrêter le virus et ils doivent savoir que le virus peut s'arrêter grâce à eux. Si j'ai dit une chose à des personnes dans des régions où les chiffres, où le nombre de cas était élevé, ce serait bien également que tout le monde fasse de son mieux pour éviter de se brasser avec d'autres ménages, surtout et d'autres personnes, surtout à l'intérieur des foyers. Parce que le virus s'épanouit lorsque les personnes se réunissent en groupe, surtout lorsque ces personnes sont moins enclines à respecter la distance physique, à porter des masques ou à se laver les mains, et lorsque les fenêtres ne sont pas ouvertes et qu'il n'y a pas suffisamment de ventilation, ce qui signifie que tout le monde partage le même air. En cette période difficile, il vaut mieux se rencontrer virtuellement, mais si vous devez rencontrer physiquement d'autres personnes, faites-le avec prudence, avec toutes les précautions nécessaires, et à l'extérieur si possible. Personne parmi nous n'est exceptionnel, et plus nous ferons pour rompre les chaînes de transmission et arrêter nous-mêmes le virus, plus nous aurons de chances d'éviter des cas graves et des décès tragiques. Cette année est l'année de la santé et des agents de santé. Démontrons notre respect, notre appréciation à ces personnels de santé en nous protégeant les uns les autres et en vaccinant tous les agents de santé, où qu'ils soient, aujourd'hui. Rappelez-vous, mettre fin à cette pandémie est l'une des grandes courses dans laquelle est engagée l'humanité. Et que cela nous plaise ou non, nous gagnerons ou nous perdrons cette course ensemble. Je vous remercie. Fadila, à vous la parole. Merci, Dr Tedros. Je vais maintenant ouvrir les discussions et donner la possibilité aux journalistes de poser leurs questions. Je vous rappelle qu'il faut lever votre main grâce à l'icône « Levez la main » afin d'attendre votre tour. Notre premier journaliste, Jérémy Lan, de Radio RFI, Radio Internationale, vous avez la parole. Jérémy, est-ce que vous m'entendez? Oui, Fadela. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Une question rapide en ce qui concerne la nouvelle étude disant que le vaccin Pfizer protège contre les nouveaux variants de la Covid.
J'aimerais savoir si l'OMS a plus de données détaillées à ce sujet et qu'en est-il des autres vaccins, AstraZeneca et Moderna? Avez-vous des informations selon lesquelles ils peuvent également protéger contre les nouveaux variants? Merci, Jérémy, de Radio France Internationale. Docteur O'Brien, je vous invite à répondre à cette question. Merci de cette question. Nous étudions la question puisque les informations sont très récentes et ce qui est important, c'est que ce sera une situation dynamique et les données probantes vont continuer d'arriver. Donc c'est une information bienvenue et c'est ce que nous attendions. En fait, nous voulions comprendre où étaient les modifications qui interviennent dans ces variants. Donc c'est certainement quelque chose de dynamique et évolutif et les travaux vont se poursuivre pour étudier le lien entre ces variants et les vaccins. Plusieurs vaccins qui sortent. Et ce qui est prévu également, ce sont des données que nous devrions obtenir après les essais en Afrique, là où le virus circule, et je pense que ce seront des informations extrêmement utiles qui nous éclaireront sur l'efficacité des vaccins. Merci, Dr. O'Brien. Jamil Chad, de UL, vous vous êtes invité à poser votre question. Jamil. Allez-y, Jamil, nous vous entendons bien. Merci. Je m'adresse au docteur Ryan. Ma question porte sur le Brésil. Quelle est selon vous la situation actuelle au Brésil, surtout dans l'État de São Paulo? Pensez-vous qu'il serait temps que l'OMS demande à l'Europe et à d'autres régions du monde d'accroître les restrictions en l'état actuel des choses? Où en sommes-nous maintenant, et en particulier au Brésil aujourd'hui? Est-ce que vous auriez des commentaires sur cette région particulière? Bonjour Jamil, c'est Marie-Angela. Nous avons étudié très soigneusement les données fournies par le Brésil et l'évolution est différente selon les régions du Brésil. Bonne nouvelle, c'est que un producteur brésilien a publié des informations sur l'efficacité de son vaccin, dont nous suivons la situation au fur et à mesure au Brésil. Le Brésil est un très grand pays et comme je le disais, les régions évoluent différemment. Certaines stabilisent le nombre de cas, l'épidémie se stabilise, alors que dans d'autres, il y a une augmentation, surtout dans le sud-est et le sud du Brésil. Je ne sais pas si Mike veut compléter. Non, j'ajouterais juste que comme dans beaucoup d'autres pays, nous avons vu que le système de santé était touché et néanmoins le nombre de lits en soins intensifs reste suffisant dans la plupart des régions. Mais il y a à peu près 70 à 75% de taux d'occupation. Mais rappelez-vous, à une époque, c'était 90 voire 95%. Donc les systèmes de santé, notamment le système de santé brésilien, réussissent à faire face, notamment face à cette deuxième vague, voire troisième vague. Donc il est important, comme l'a dit le directeur général, que nous réduisions tous le pouvoir de cette transmission au sein de nos communautés respectives. Et le conseil vaut pour tout le monde au Brésil, bien sûr. Mais tous, nous nous battons encore contre ce virus dans les différents pays et pour différentes raisons. Merci, Maria. J'aimerais simplement ajouter que la situation n'est pas spécifique au Brésil et c'est une bonne occasion de dire que c'est l'épidémiologie qui doit piloter la réponse, la riposte.
les données obtenues des systèmes mis en place par les pays qui sont mises en œuvre grâce aux activités de surveillance, de détection, d'enquête, eh bien, ces données devraient orienter vos prochaines actions, vos prochaines mesures. Et ce que nous voyons maintenant, des plans nationaux très forts, assortis de stratégies très fortes, la mise en œuvre de mesures de politique sociale et publique, tout cela doit s'appuyer sur la situation épidémiologique et les données épidémiologiques locales. Certains pays essayent de mettre en œuvre des approches adaptées et souples en fonction des circonstances. Et c'est justement la force des ripostes que nous observons au niveau sous-national. En fait, on apporte des ajustements, des adaptations et on utilise les ressources humaines de la meilleure façon qui soit. On essaie de recourir au traçage de contacts, on travaille avec le personnel des laboratoires. Les agents de santé en première ligne sont vraiment les personnes les mieux placées pour vous aider dans l'élaboration des politiques. Mais on s'appuie toujours sur les données qui existent. Le nombre de tests monte puis descend selon les endroits, mais les ripostes doivent être orientés en fonction de la situation épidémiologique et qu'il s'agit du virus, des variants, peu importe, il faut se fonder sur les données épidémiologiques, utiliser les outils à disposition, utiliser le vaccin, mais utiliser tout ce qui est à disposition pour réduire la propagation. Si nous pouvons limiter le nombre d'infections, cela aura une incidence positive sur le fardeau qui pèse sur les systèmes de santé. Cela permettra de réduire le nombre de personnes qui développent des maladies graves et, en dernier ressort, le nombre de personnes qui mourra de ce virus. Merci. Nina Larsson, d'AFP. Nina? Oui, bonjour. Merci. J'espérais que vous pourriez nous donner des informations actualisées sur la mission en Chine. Les fonctionnaires chinois vous ont-ils donné une explication? Pourquoi les autorisations n'ont pas été données plus tôt dans la semaine? Et puis j'aimerais savoir si les 2 experts qui ont été arrêtés en cours de route mardi sont toujours en attente ou s'ils ont pu poursuivre leur voyage. Docteur Tedros, merci beaucoup. Nous sommes en contact avec les fonctionnaires et les responsables chinois et ils ont accepté de nous communiquer des dates précises pour le voyage dans les jours qui viennent. Et nous vous les communiquerons la semaine prochaine. Et donc les experts devraient être en route prochainement. En tous les cas, nous vous donnerons des dates précises de voyage la semaine prochaine. Les 2 experts qui avaient commencé à voyager sont revenus à leur point de départ et nous avons discuté, enfin le directeur général a discuté avec l'équipe internationale hier et aujourd'hui. Nous restons toujours attachés à une bonne communication sur tous les détails de cette mission et nous allons continuer la collaboration scientifique en Chine. Donc, nous escomptons poursuivre la mission en fonction du mandat qui lui a été assigné. Le travail d'enquête devra se faire comme prévu, mais sinon les problèmes logistiques sont maintenant plus ou moins maîtrisés et nous attendons à ce que tous les problèmes soient très rapidement résolus. Merci. Michael Bouserkil de CNN Opinion. Michael. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, je vous en prie. Merci de prendre ma question. J'ai eu récemment la chance de rencontrer le docteur, un membre du conseil consultatif qui m'a dit que le coronavirus c'était qu'une série d'insectes qui attendaient un morceau de bois pour l'enflammer, des flammes qui voulaient enflammer un morceau de bois.
Et aujourd'hui, on a des tests de positivité qui montent jusqu'à 25%. Alors, compte tenu du faible rythme de déploiement des vaccins et compte tenu de l'hésitation de certains, et eu égard à la propagation rapide du virus, quelles sont vos meilleures estimations en ce qui concerne le pourcentage de la population qui sera infectée après tout cela? Merci, Mike. Merci, Michael. Mike a dit beaucoup de choses très sensées pendant cette pandémie. Il continue de le faire. Mais la réalité, c'est que vous avez en fait mis à jour une réalité très cruelle, mais c'est la vérité. La transmission du virus s'est intensifiée à cause de nos comportements, elle s'est intensifiée à cause de l'apparition de diverses souches et nous essayons toujours de suivre les mouvements du virus, son évolution. Et il est vrai que beaucoup de personnes continuent d'être infectées et c'est vrai que ce sont comme des feux de forêt. Dès que le virus entre dans un groupe, les flammes se propagent très très rapidement et beaucoup tombent malades et certains meurent. Mais la raison, c'est que nous permettons au virus de continuer à se propager parce que nous continuons à nous rencontrer. Donc le virus continue de trouver des moyens de passer à l'étape suivante d'infection. Les mesures sur lesquelles a insisté Maria sont toujours les mêmes. Nous pouvons toujours arrêter la transmission. Nous devons vraiment nous engager en faveur de ce processus. Et la vaste majorité de la planète reste susceptible à une infection au virus. Nous n'avons pas vraiment de chiffres précis. En tous les cas, nous savons combien ont été infectés, mais les chiffres sont parfois obsolètes. Maria va parler de cette façon de traiter les chiffres et les statistiques qui ne sont pas toujours très à jour, mais il est vrai que nous risquons de voir encore plus de personnes infectées. Et si nous ne faisons rien, le feu continuera de brûler. Donc nous devons vraiment essayer d'éteindre le brasier, au moins d'atténuer la puissance des flammes. Si nous prenons des mesures individuellement et collectivement, nous pouvons le faire. Donc nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Comme l'a dit à plusieurs reprises Maria, nous avons des outils, nous avons les moyens de le faire. Le vaccin est en train d'être distribué, il continuera de l'être et c'est vraiment une grande possibilité pour nous de sauver des vies. Et nous aurons également la possibilité, je pense, de réduire, de freiner la transmission. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut que nous gagnions du temps. Il faut que nous gagnions du temps pour sauver des vies d'ici là. Si nous ne pouvons pas obtenir de vaccin, le directeur général en a parlé, nous ne voulons pas que de grandes parties de la population dans un pays soit vaccinée alors que dans d'autres, personne n'est vacciné. Les personnes qui sont susceptibles de mourir de ce virus, ce ne sont pas tous les habitants de tous les pays. En fait, dans les pays pauvres, les personnes sont plus vulnérables, les personnes malades sont plus vulnérables, les agents de santé sont plus vulnérables. Alors ce n'est pas toute la population qui sera infectée, comme ce n'est pas toute la population qui est exposée. Mais nous ne devons pas permettre que ceux qui sont le plus vulnérables, ceux qui sont le plus exposés au risque, tombent malades et meurent. C'est ce dont parlait le directeur général. Donc nous devons prendre du recul et essayer de distribuer le vaccin à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont les plus vulnérables et ceux qui en bénéficieront le plus. Mais en ce qui concerne les statistiques, peut-être que Maria voudra compléter et Bruce parlera peut-être également de la distribution du vaccin. Merci Mike. Oui, effectivement, je crois que l'analogie avec les feux de forêt est tout à fait pertinente. À plusieurs reprises, nous avions dit que la transmission
pouvaient se traduire par des cas sporadiques. Mais en fait, ces cas sporadiques peuvent devenir des petits feux isolés. Alors nous avons des grappes de cas comme des petits feux isolés, mais après ils peuvent se regrouper pour devenir un énorme brasier, un énorme incendie. Donc tous les gouvernements, toute la société doit travailler à ce que ces cas sporadiques ne deviennent pas des petits feux, que ces petits feux ne deviennent pas une transmission communautaire et des brasiers sauvages. L'analogie du feu marche très très bien parce que il est vrai que nous avons des outils dans notre boîte à outils pour éteindre ces feux. Ces outils devraient nous permettre de rompre la chaîne de transmission et éviter que les cas sporadiques deviennent des grappes de cas et que les grappes de cas deviennent une véritable transmission collective. Et nous avons vu cela dans beaucoup de pays du monde, dans toutes les régions du monde, dans différents types de sociétés, pays à faible revenu, à revenus élevés. Et les vaccins et la vaccination seront l'un des outils les plus importants pour éteindre ces feux. Mais s'agissant de la sérologie, effectivement, il y a des centaines d'études qui ont été réalisées, qui portaient sur des populations spécifiques. Et parmi ces populations, combien de ces individus avaient des preuves d'infection? Donc on a étudié cela à un moment donné. La plupart des études ont été faites pendant le printemps et à l'été, pendant l'hémisphère nord, avril, mai, juin, juillet, août. Et nous avons une estimation pour une population entre 3, 5, peut-être 10% de la population est infectée. Là, c'est prouvé. Mais nous avons commencé un programme en janvier avec nos partenaires qui nous a permis de mettre au point des protocoles, des modèles de recherche que nous avons partagés avec plus de 100 pays maintenant. Et nous travaillons avec eux pour adapter ces protocoles de recherche, les adapter aux pays eux-mêmes en offrant un appui technique, un appui opérationnel. Nous fournissons même des actifs sérologiques qu'ils pourront utiliser pour suivre les gens au fil du temps, ce qui nous permettra d'avoir un pourcentage des personnes qui ont une infection avérée. Et si nous avons une approche uniformisée, nous pourrons regrouper les données à l'échelle régionale ou mondiale, ce qui nous permettra de dégager des estimations grâce auxquelles nous pourrons répondre à votre question. Mais pour ce qui est de la réponse immunitaire à terme, nous avons des études qui laissent entendre que la réponse immunitaire peut être de 6 mois ou plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si quelqu'un a été infecté, même si la maladie a été très bénigne et qu'il a développé une réponse immunitaire, et cette réponse immunitaire va durer au moins 6 mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a des centaines d'études en cours, mais nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui. Néanmoins, les résultats qui nous parviennent, qui nous sont communiqués en temps réel, nous indiquent que la majorité de la population mondiale reste vulnérable à une infection. Donc il faudra faire tout ce que nous pouvons pour empêcher le plus grand nombre possible d'infections. Et nous avons des possibilités de le faire. Et tout est important. Toute mesure que vous pouvez prendre pour réduire votre exposition, qui pourra réduire les possibilités pour cette infection de se propager, de transmettre, est une bonne mesure. Alors qu'il s'agisse de transmission dans des groupes vulnérables, auprès de personnes âgées, etc., tout cela est important. Nous n'avons pas eu d'amélioration pour ce qui est des traitements. Il y a encore, nous avons amélioré les traitements, mais il y a encore des personnes qui meurent. Donc nous devons faire ce que nous pouvons pour rompre les chaînes de transmission. D'abord, essayez de ne pas être infecté, et si vous êtes infecté, essayez d'empêcher le virus de se transmettre à d'autres. Merci. Jason Robien, Public National Radio. Jason, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question sur le variant B117 constaté au Royaume-Uni. Dans quelle mesure est-il transmissible? Quelles sont vos connaissances à cet égard? Est-ce qu'il y a un suivi suffisant au niveau mondial qui permet
de détecter ces changements et de les transmettre à d'autres? Merci pour cette question. Les variants utilisés au Royaume-Uni, B117, eh bien, nous sommes en train de collaborer avec nos collègues du Royaume-Uni qui viennent de publier leur 3e séance d'information en ligne. Nous réunissons régulièrement avec nos collègues sur place. L'une des choses qu'ils examinent, c'est la question de la transmission. Et la façon dont ils évaluent la transmission, c'est en examinant les données recueillies grâce au système de surveillance, grâce aux tests PCR, aux tests moléculaires et en fonction également du nombre de tests qui sont séquencés. Ils ont fait des modélisations, des analyses du séquençage du génome qui a été mis à disposition dans l'ensemble du pays. Ils effectuent des études en laboratoire en examinant les individus infectés par ce variant par rapport à ceux qui ont été contaminés par d'autres types. Les études sont en cours, elles sont constamment actualisées en fonction des informations. Le B117 est plus transmissible que le SARS-CoV-2 virus sauvage. Ils ont, grâce à leurs études de modélisation, constaté que le taux de transmissibilité est calculé en fonction du taux de reproductivité qui est passé de 1,1 à 1,5 ou 1,7. Ce qui fait également l'objet d'analyses. Ils ont constaté une augmentation dans tous les groupes d'âge, ce qui reflète le fait que la transmission à Londres, dans le sud-est de l'Angleterre et dans d'autres parties se sont produits de cette façon. Ils déterminent également la charge virale grâce au système de test et ils se sont rendus compte que ceux qui ont été infectés par le virus B117 ont une charge virale plus élevée que ceux qui ont été infectés par le virus sauvage. Aujourd'hui, nous avons parlé en particulier des modes de transmission du virus et il n'y a aucune différence dans la façon dont ce virus se transmet. C'est important car nous devons constamment examiner les mesures qui sont mises en place, les équipements de protection individuelle. On est en train d'en discuter avec les groupes d'experts. Au Royaume-Uni, ils n'ont pas modifié leurs recommandations concernant les équipements de protection individuelle. Cela signifie que si vous avez un virus qui se transmet plus facilement, il faudra travailler d'autant plus pour briser les chaînes de transmission. Il est important de savoir que les outils que nous avons contre le SARS-CoV-2 normal, qui est déjà suffisamment dangereux, cela fonctionne également contre le virus identifié au Royaume-Uni. Et puis également contre le variant qui a été identifié en Afrique du Sud. Les études sont donc en cours. Nous sommes très reconnaissants pour toute la collaboration dont nous bénéficions de la part de différents groupes de modélisation, groupes académiques, les autorités britanniques, les différentes études qui sont faites sur le terrain et nous sommes heureux de pouvoir obtenir ces résultats en temps réel. Merci pour cette question. L'augmentation de la transmissibilité, aucun changement en ce qui concerne la gravité. Je n'en avais pas parlé d'ailleurs, mais cela est confirmé grâce aux études effectuées sur les différentes cohortes. Aucun changement en ce qui concerne l'hospitalisation des personnes infectées par le variant du virus par rapport à ceux qui sont infectés par le SARS-CoV-2 ou aucun changement de mortalité. L'OMS et tous nos partenaires surveillons l'émergence des différents variants. Nous le faisons depuis des mois avec les différents groupes qui surveillent l'évolution en laboratoire et ailleurs, et ce partout dans le monde. Nous fournissons des directives aux pays au sujet de la surveillance épidémiologique et en laboratoire, en plus des directives que nous avions élaborées précédemment. Une équipe mondiale est en train de se pencher sur les études épidémiologiques pour savoir s'il y a des signaux avant-coureurs. Il est important que notre travail repose sur des données épidémiologiques pour effectuer des études en laboratoire. Le groupe sur l'évolution des variants continue de travailler sur ce point-là. Le groupe sur les vaccins travaille d'arrache-pied également. La semaine prochaine, nous avons un programme de recherche et de développement
sur les épidémies qui se réunira à 2 reprises la semaine prochaine, d'une part pour se pencher sur l'émergence des variants et deuxièmement pour se pencher sur les recherches effectuées au sujet des vaccins concernant cette même question. Et puis on se penchera sur différentes choses également lors de ces réunions. L'on se penchera notamment sur l'efficacité à long terme ou la performance des tests de diagnostic, les essais en laboratoire. L'on se penchera également sur les effets des anticorps, etc. Tout cela devra encore être rassemblé. Maria a tout à fait raison de dire que nous n'avons aucun signe clinique pour indiquer que ces variants sont plus dangereux. C'est exactement ce que font les virus. Ils acquièrent une certaine force, ils s'adaptent mieux à la transmission chez les humains. Il est plus probable qu'ils provoquent des transmissions. C'est une évolution positive pour le virus, pas pour nous, mais pour le virus. Mais rien ne nous permet de dire qu'il y ait de changement dans la gravité clinique de ces résultats. Nous avons une réunion avec le groupe présidé par le Dr Hammond de l'école de Londres. La semaine prochaine, nous réunirons le comité d'urgence qui se penchera également sur ces questions. Par ailleurs, nous travaillons avec le système d'urgence sur les pandémies qui supervise la pandémie de Covid-19 dans le monde entier et sur les problèmes respiratoires aigus. De cette façon, nous serons en mesure de superviser l'impact général et la présence de la Covid dans le monde au cours des 9 derniers mois. Nous collaborons avec eux pour voir si nous pouvons en faire encore davantage et effectuer une supervision génétique également. Par ailleurs, nous avons l'intention d'élargir les capacités de séquençage dans le monde, en particulier dans les pays à faible et à moyen revenu. Il y a différents projets qui sont en cours. Nous essayons de pouvoir élargir les capacités d'effectuer un séquençage génétique et une surveillance génétique. Il y a donc toutes sortes d'activités qui ont lieu en laboratoire pour transférer des savoirs, des données, des informations. Nous continuerons à vous tenir informés des progrès. Il est important de reconnaître que nous avons déjà eu des variants auparavant. Ces différents variants continueront de se faire jour au fur et à mesure que le virus évolue. Nous sommes lancés dans une course contre le virus. Et comme l'a dit Maria, la façon de se transmettre du virus n'a pas changé. Nous avons tout de même la capacité de supprimer cette transmission à condition de faire ce qu'il y a à faire et nous continuerons d'étudier l'impact à long terme de ces différents variants sur le diagnostic, les thérapies et les vaccins. Mais sachez que nous avons tout cela en main. Nous examinons tout cela de très près. Nous prenons ce développement très au sérieux. Nous devons nous concentrer sur le travail que nous avons à faire, c'est-à-dire casser les chaînes de transmission et faire profiter de vaccins à ceux qui en ont besoin. Le docteur Van Kerkhove a quelque chose à ajouter. Aujourd'hui, 2 directives ont été publiées en ce qui concerne le séquençage. De nombreuses personnes ont posé la question, combien faut-il séquencer, comment le faire? Dans notre bulletin sur la pandémie, nous avons publié des recommandations préliminaires pour savoir quel cas faut-il séquencer, sachant que les capacités de séquençage ne sont pas les plus élevées partout dans le monde. Comme l'a dit Mike, il faut tirer parti du système et nous avons travaillé d'arrache-pied avec notre réseau sur la grippe pour pouvoir tirer parti de ces capacités, notamment pour le séquençage. Nous avons publié 2 directives aujourd'hui, une directive intérimaire. Il s'agit de recommandations pour savoir qui tester et sur qui effectuer le séquençage. Et le séquençage devrait se concentrer sur une sous-série de cas dans vos pays en fonction des capacités. Il faut se concentrer également sur tous les cas qui font partie d'un cluster et qui sont différents de ce à quoi on pourrait s'attendre. Au Royaume-Uni, on a constaté une augmentation de transmission fin novembre, début décembre, alors que l'on ne s'attendait pas à une augmentation de la transmission parce que certaines interventions étaient en place, notamment un confinement. Et c'est donc ainsi qu'ils ont effectué le séquençage. Si vous constatez un changement dans le profil de la maladie, dans la gravité de la maladie, ce serait un bon endroit où commencer le séquençage.
il faut que nous ayons des informations à transmettre au laboratoire. Et puis, nous avons publié une directive plus générale sur la façon d'effectuer le séquençage. Il s'agit d'un vaste projet qui coûte très cher, mais nous collaborons avec les pays pour pouvoir augmenter les capacités. Avec les laboratoires de santé publique, mais également avec les laboratoires privés, dont les universités qui peuvent faire du séquençage. Comme vous l'avez dit dans votre question, nous devons être en mesure de dépister. Or, le dépistage des différents variants provient du séquençage complet du génome. Alors, faire cela nous permet de garder un œil sur ces virus et sur la façon dont le virus change. Le partage des virus, le partage des séquençages avec les données publiques, cela permet aux scientifiques du monde entier de pouvoir effectuer des arbres et de pouvoir effectuer un traçage à plus long terme. Il existe un cadre de supervision pour les différentes mutations, les différents variants. Nous devons l'utiliser pour disposer d'une procédure qui nous permettra de déterminer quels sont ceux qui sont dangereux. Dr. Ryan, désolé de reprendre la parole. Le Royaume-Uni a indiqué qu'il s'agit d'un variant sujet de préoccupation. Il existe toutes sortes de variants selon les virus. Le Royaume-Uni, grâce à une enquête épidémiologique, a pu l'identifier, a identifié le variant grâce à un changement dans l'épidémiologie et a appelé cela ensuite un variant sujet de préoccupation, préoccupant. Il s'agit de tenir compte non seulement des variations dans le virus, il faut déterminer quels sont les variants de virus qui sont une préoccupation pour la santé publique, pour la transmission, pour la gravité. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler. Déterminer quel est le signal envoyé par le virus au fur et à mesure de son évolution pour déterminer ce qui est plus préoccupant pour nous en ce qui concerne la maîtrise du virus ou en ce qui concerne la gravité de la maladie. Le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, le Nigeria et d'autres font un excellent travail pour effectuer une surveillance génétique à un niveau accru. Lorsque l'on appelle le variant du Royaume-Uni ou le variant de l'Afrique du Sud, il faut savoir que ce ne sont pas ces pays qui sont à la cause du problème, ils sont plutôt à l'origine de la solution au problème. Et ils conviennent d'être félicités pour nous avoir transmis les informations qui nous permettront d'assurer le suivi, plutôt que de considérer qu'il s'agit de problèmes qui ont surgi au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est d'ailleurs un véritable exemple en ce qui concerne la façon extrêmement complète dont on a prélevé les données de différentes sources, ce qui démontre bien que cette idée de fracture entre le Nord et le Sud n'existe pas. Les pays du Sud peuvent faire tout aussi bien que les pays du Nord lorsqu'il s'agit de faire de l'épidémiologie. Les pays du Sud peuvent très bien le faire. Ils n'ont pas forcément accès aux mêmes technologies, à la même formation, aux mêmes ressources pour le faire, mais l'Afrique du Sud et le Nigeria ont clairement démontré que s'ils disposent des ressources nécessaires, s'ils ont accès à ces technologies, ils pourront faire exactement la même chose que les pays du Nord. Merci. Catherine Fiancan-Bokonga pour la prochaine question. Merci de me donner la parole. J'aurais une question concernant les types de vaccins. Si je puis m'exprimer ainsi, car je ne suis pas experte. En Afrique, nous avons des problèmes à accéder aux vaccins pour l'instant. Et l'on est en train de se tourner vers le vaccin chinois de Sinopharm. La Guinée a commencé la vaccination avec le Sputnik 5. Pourriez-vous nous donner plus d'informations au sujet de ces vaccins et au sujet de leur prix? Car si j'ai bien compris, les vaccins Pfizer et Moderna ont recours à une nouvelle technologie qui coûte 10 fois plus cher que AstraZeneca Oxford, c'est-à-dire les vaccins qui utilisent une méthode peut-être plus traditionnelle. Merci de votre réponse. Merci Catherine. I would like to invite
Maybe Dr. Aylward to start. Dr. Aylward. Merci, Catherine. Vous avez posé une question concernant les types de vaccins. Le docteur Tedros, dans son discours, nous a dit qu'il y avait 42 pays dans le monde qui vaccinaient contre la Covid-19. La plupart de ces pays se trouvent dans le monde industrialisé, des pays à revenus élevés. Il y en a peu, quelques-uns, 6 dans les revenus moyens à élevés, ce qui est très peu. Le déploiement des produits n'a pas encore eu lieu, mais dans les endroits où la vaccination a commencé, il y a 6 vaccins qui sont déjà utilisés, notamment ceux que vous avez mentionnés. Il s'agit donc d'une palette de vaccins, les vaccins ARN, les produits à inoculer. 2 de ces vaccins sont passés par une homologation des autorités réglementaires dans plusieurs pays. L'un a été approuvé dans un pays, l'autre a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence par l'OMS. D'autres ont demandé une évaluation d'ici peu. Nous sommes conscients du fait que certains pays ont pris des décisions pour aller de l'avant avec des vaccins qui ont été reconnus par d'autres mécanismes. Nous le savons, nous continuons à travailler avec ces pays pour soutenir les décisions qu'ils ont prises et pour mieux comprendre toutes les questions qui les entourent. Nous travaillons également avec les entreprises qui produisent ces produits pour faire en sorte qu'ils puissent être évalués par l'OMS par l'entremise de sa procédure d'appui. Dans le cadre de cette procédure, on examine donc les différents produits. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en mesure de vous dire ce qu'il en est de vaccins pour lesquels nous n'avons reçu aucune donnée. Pour l'instant, les vaccins que nous avons pu examiner, c'est le vaccin Pfizer pour lequel nous disposons de toutes les données. Nous reconnaissons que compte tenu des circonstances exceptionnelles, certains vaccins ont été approuvés par des autorités réglementaires. Il s'agit du vaccin Pfizer, celui de Moderna. Et puis un pays a approuvé un autre vaccin grâce à l'intervention d'autorités réglementaires avec des mesures extrêmement drastiques. Maria-Angela Simão, un complément d'information au sujet de l'aspect réglementaire. Tout d'abord, les pays ont tout loisir, selon leur législation, à fournir des autorisations d'urgence pour des produits de santé en fonction de leur propre législation. L'OMS dispose d'une procédure que la plupart d'entre vous connaissez. Il s'agit de la procédure de préqualification. Et dans le cas de nouveaux vaccins, comme le vaccin contre la Covid, nous disposons d'un système d'évaluation en vue d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Nous avons reçu 13 propositions valables depuis octobre. Le vaccin Pfizer, mais également d'autres produits qui en sont à un stade avancé, notamment les produits que vous avez cités. Nous avons déjà reçu des informations. Ces informations sont publiques. Elles sont affichées sur le site web de l'OMS. Nous avons reçu des informations de la part de Sinopharm, qui a terminé les essais de la phase 3. Le produit est autorisé dans certains pays. Nous sommes en train de recevoir les dernières données d'AstraZeneca, du Sero Institute, et nous devrions recevoir encore des informations de Gamaleya, le producteur russe, d'ici la fin janvier. Tout cela pour dire que ces produits sont en train d'être évalués par l'OMS. C'est important, non seulement parce que de nombreux pays dépendent de l'évaluation de l'OMS pour autoriser l'utilisation de ces produits dans leur pays, mais également parce que cela aide l'UNICEF et les autres fournisseurs internationaux à mettre à disposition des produits ayant été évalués par l'OMS. Dr. Aylward, j'aimerais revenir sur une remarque. Lorsque l'on nous demande notre avis sur ces produits, je suis sûre que les journalistes présents aujourd'hui comprendront,
il est impossible pour nous de fournir un avis sur des produits que nous n'avons pas vus. Ce ne serait pas juste vis-à-vis de ceux qui posent la question. Et puis, nous devons fournir un point de vue neutre. Il est important de pouvoir veiller à ce que les produits soient sûrs contre la Covid-19. Et j'en reviens à ce qu'a dit le directeur général dans ses remarques liminaires. Nous avons mis en place un mécanisme fantastique pour veiller à ce que les vaccins soient distribués de façon équitable dans le monde. Les fondamentaux sont tout à fait sûrs, mais cela ne peut fonctionner qu'à condition que les vaccins transitent par ce mécanisme. Nous ne fabriquons pas de vaccins et nous ne fabriquons pas d'argent non plus. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel aux pays donateurs et aux fabricants, afin que tout le monde collabore. Si une entreprise ne soumet pas les données dont nous avons besoin, eh bien cela retarde l'accès équitable aux vaccins dans le monde. Si une entreprise ne collabore pas avec nous, si nous n'avons pas le financement non plus, eh bien cela ralentit l'accès équitable. Et le directeur général a dit en toute franchise, ce que nous voulons, et il s'agit d'un appel lancé par le directeur général, c'est l'accès aux données concernant tous ces produits en temps réel, au fur et à mesure qu'ils sont élaborés, afin que nous puissions donner aussi rapidement que possible notre avis sur ces produits et afin que nous puissions les distribuer dans le monde entier. Et Michael a posé une excellente question tout à l'heure. Maria y a répondu lorsque l'on parlait des outils. Le problème, c'est que les outils ne sont pas répartis de façon équitable. Il suffit de jeter un coup d'œil à la carte du monde. Il y a une grande partie du monde qui ne vaccine pas encore. 50% des pays à haut revenu dans le monde sont en train de vacciner, 0% des pays à faible revenu. Cela n'est pas un accès équitable. Mike l'a d'ailleurs dit, les gens qui risquent le plus de mourir, ce sont les personnes âgées. Or, il y en a partout dans le monde. Ceux qui sont le plus exposés, ce sont les travailleurs de santé de première ligne. Or, il y en a partout dans le monde et ils ne sont pas protégés de la même façon partout. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le COVAX. Mais pour qu'il fonctionne, nous avons besoin de financement. Nous sommes dans les starting blocks. Nous devons faire en sorte que les fabricants collaborent avec nous, ainsi que les pays. Nous devons absolument changer la couleur de cette map monde ce mois-ci encore. Merci, Dr. Aylward. Le docteur O'Brien a quelque chose à ajouter. Deux choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit par Bruce et par Maria Angela. Ça concerne la transparence et la politique. Outre les achats, c'est-à-dire l'argent dont a parlé Bruce, nous devons obtenir des données sur des questions réglementaires. Par ailleurs, les pays comptent sur l'OMS pour fournir des recommandations au sujet de l'utilisation des vaccins, en particulier parce que ces vaccins font l'objet de stocks limités dans un premier temps. Il faut donc faire des choix pour savoir comment les utiliser au mieux afin qu'ils aient un impact maximum, en particulier pendant cette première phase de déploiement. Et nous avons besoin de recevoir des données au sujet de ces produits pour pouvoir mettre en place des politiques comme nous l'avons fait avec le SAGE au tout début de cette semaine. Deuxième remarque, la transparence des informations. Nous devons savoir quels sont les pays qui utilisent quels vaccins. Tout cela est important. Ce sont des données dont nous avons besoin pour pouvoir garantir une répartition et un accès équitable aux vaccins. Nous lançons également un appel aux pays et aux fabricants pour qu'ils soient transparents au sujet des contrats qu'ils signent à propos de l'achat de vaccins et leur déploiement dans les différents pays. Si nous disposons de ces informations, l'OMS et le monde pourront répondre à cette crise afin d'en tirer profit au maximum. Ce sont les deux remarques que je souhaitais faire. Merci. Christopher Hamill de Arab News. Hi, can you hear me? Yes, very well. Go ahead, please. Great, thank you. I wondered if the WHO had Je me demandais si l'OMS avait une réponse à fournir suite à l'annonce faite par l'Iran
qui allait interdire l'importation de vaccins provenant des États-Unis et du Royaume-Uni. Dr O'Brien, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comme vient de le dire Bruce, il y a un certain nombre de vaccins sur le marché qui sont disponibles dans le monde et en particulier dans le mécanisme COVAX. Il est important de disposer d'un portefeuille de vaccins qui puisse correspondre aux différents besoins des différents pays et qui puisse répondre aux différents besoins en matière d'acheminement de ces vaccins. Au sujet de ces différents produits, certains ont besoin d'une chaîne d'ultra-froid, certains nécessitent uniquement une réfrigération. La disponibilité de ces produits dépend de leurs différentes caractéristiques. Ce que je puis dire également, c'est que l'on est en train de fabriquer des produits dans différents lieux dans le monde, ce qui fait que l'on peut avoir plus ou moins d'accès en fonction des vaccins. Les pays ont différents besoins, font différents choix et ils pourront ainsi tirer parti d'un vaste portefeuille de vaccins en fonction de leurs besoins de déploiement et en fonction des caractéristiques de leur pays pour ce qui est de l'accès à ces vaccins. Dr. Aylward. C'est une question extrêmement importante à propos des vaccins et de l'accès aux vaccins. Je crois que nous allons revenir à cette question de plus en plus souvent au cours des mois à venir. Il convient de reconnaître que tous les pays du monde prennent des décisions au sujet des produits qu'ils veulent ou ne veulent pas utiliser, les priorités à accorder selon les motifs. Ce que nous effectuons dans le cadre du mécanisme COVAX, c'est de parler aux plus de 90 pays et 190 participants et ils nous transmettent différents types de préférences concernant les produits qu'ils souhaitent utiliser ou ne souhaitent pas utiliser, certains produits qu'ils veulent utiliser à un certain moment pour différents motifs. Le directeur général souligne à maintes reprises l'importance de ne pas mettre en avant un pays en particulier. Il s'agit plutôt de savoir comment acheminer ces produits dans le plus grand nombre de pays possible. Et l'avantage du mécanisme COVAX, c'est que nous avons un vaste portefeuille de vaccins. Nous avons également toutes sortes de participants et nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent obtenir les meilleurs produits. C'est la raison pour laquelle ce mécanisme fait partie de la solution au niveau mondial pour un déploiement équitable. Tous les pays, toutes les économies ont besoin de ce produit. Il est grand temps de mettre de côté la politique et de faire en sorte que les vaccins puissent parvenir à ceux qui en ont besoin. Dr. Ryan, le directeur général l'a dit à maintes reprises, laissons de côté la politique en matière de virus et bien maintenant nous pouvons dire laissons de côté la politique en matière de vaccins. Antonio Brotto va poser la prochaine question. Yes, can you hear me? Yes, very well. Go ahead, please. Thank you, Fadela, for taking my question. Merci Fadela de prendre ma question. Les chiffres au niveau mondial concernant les cas de Covid au début de l'année ne sont pas plus élevés qu'au mois de décembre, en dépit des craintes de crête de transmission après les vacances de Noël et de Nouvel An. Est-ce que vous pensez que c'est un bon signe que les vaccins fonctionnent déjà, ou est-ce qu'il est encore prématuré d'être aussi optimiste? Dr. Ryan, je crois que c'est très prématuré d'être aussi optimiste. Le fait est que pour la troisième semaine de suite, nous avons eu plus de 4 millions de cas signalés. Il y a eu un très léger déclin la semaine dernière. Les transmissions qui ont eu lieu pendant les vacances ne seront reflétées que cette semaine ou la semaine prochaine. Alors, il est encore beaucoup trop tôt de pouvoir avoir une telle interprétation. Ce que nous savons, c'est que dans l'hémisphère nord, il y a eu un grand brassage de personnes au cours des dernières semaines.
Et comme nous l'avons vu précédemment, nous avons affaire à plusieurs souches et à une augmentation de la transmission. Donc rien ne nous permet de dire qu'il y a une amélioration. Et nous pensons que les vaccins qui ont été distribués pour l'instant n'ont eu aucune incidence pour l'instant. Ils sont peut-être en train de sauver des vies à l'heure même où je vous parle et nous sommes très reconnaissants pour ça, mais il n'y aura pas d'incidence avant longtemps. Dr. Aylward, la dernière partie de votre question était très importante. Est-ce que nous constatons déjà un impact des vaccins? La réponse est non. Ces vaccins, de la façon dont ils vont être déployés, ont deux objectifs. Tout d'abord, sauver des vies, c'est-à-dire qu'il faut les administrer à ceux qui sont les plus à risque de mourir de cette maladie. Nous savons qu'il s'agit des personnes âgées dans nos sociétés. Il est très important de les protéger. Nous savons quels sont ceux qui sont les plus exposés de façon disproportionnée. Également, les travailleurs de première ligne qui donnent leur vie pour essayer de sauver des vies pendant cette crise. Nous devons absolument les protéger en premier. Voilà quels sont nos objectifs. Nous n'avons pas encore les volumes suffisants et nous n'avons pas encore les mécanismes en place pour ces vaccins pour qu'ils puissent encore avoir un impact. Si nous examinons une boule de cristal, eh bien, nous n'allons pas avoir d'effet dans les 6 mois à venir. C'est au fur et à mesure que nous verrons les effets. Comme l'a dit le directeur général, cela ne fonctionnera pas si les gens continuent de se côtoyer de près, n'utilisent pas de masque. Tout cela est le plus important. Les vaccins sont très prometteurs, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est identifier les cas modérés, les cas légers, les isoler, identifier le contexte, placer les gens en quarantaine. Cela, en plus du déploiement des vaccins, c'est ce qui nous permettra d'aplanir les courbes. Mais cela ne va pas changer simplement grâce aux vaccins au rythme auquel ils sont administrés. Et nous constatons qu'il est très difficile de pouvoir faire diminuer les courbes. Il est donc impératif que nous continuions à appliquer les gestes barrières que nous appliquons depuis une année. Merci, Maria. Je voulais commenter les aspects ou les conséquences de notre action. Le directeur général l'a dit dans son intervention tout à l'heure. Les résultats des mesures prises ces 5-6 dernières semaines, eh bien, en fait, nous voyons qu'il y a une augmentation du nombre de cas, du nombre d'hospitalisations, du nombre de décès. Cela va continuer dans les mois à venir si nous ne changeons pas de comportement. Il faut suivre les conseils locaux. En fonction de la région où vous vivez, les gouvernements doivent permettre à la population de suivre les consignes. Si vous devez rester chez vous, nous comprenons que c'est difficile à maints égards dans notre vie quotidienne, notre vie sociale, et souvent les gens doivent travailler pour acheter à manger. Donc il faut que les gens soient soutenus par les gouvernements. Nous voulons également que chacun pense à ce qu'il fait chaque jour. Les décisions que vous prenez quotidiennement sur ce que vous faites par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous avez besoin de faire, c'est important parce que cela peut avoir une conséquence sur l'augmentation ou la réduction de la transmission. Alors faites partie de la solution et contribuez à la réduction de la transmission. Il y a des choses que vous pouvez faire maintenant qui limitent l'exposition de ceux que vous aimez, votre exposition. Peut-être pensez-vous que la Covid-19 ce n'est pas grand-chose pour vous, mais ça peut l'être. Parce que nous savons que ce virus est dangereux, ce virus peut provoquer des maladies graves et il peut vous tuer. Si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un que vous aimez, qui a une maladie sous-jacente ou qui est âgé. Et dans beaucoup de pays, il y a une transmission accrue et là, nous pouvons renverser la tendance en mettant en œuvre des mesures à domicile, en restant à la maison, en ne côtoyant pas d'autres familles, en repoussant tous les voyages que vous avez prévus, en vous assurant que toutes les mesures nécessaires soient mises en place. Si l'on vous demande de vous mettre en quarantaine, eh bien restez en quarantaine. Vous contribuez ainsi à la solution. Et si vous êtes un cas, et nous espérons qu'il n'y aura pas plus de cas, mais si vous êtes un cas, restez isolé et veillez à bénéficier des soins dont vous avez besoin. Et permettez aux travailleurs de la communauté de faire leur travail de recherche et de traçage.
Et s'il faut vous faire tester, essayez d'obtenir très rapidement vos résultats, comme si vous contribuerez à la réduction de la transmission. Et nous vous appelons tous à faire partie de cette action collective pour réduire la transmission. Les vaccins sont un autre outil puissant, mais cela prendra du temps. En attendant, vous pouvez faire beaucoup chaque jour, alors faites partie vous-même de la solution et contribuez à réduire la transmission. Merci Maria. Je crois que le Dr O'Brien voulait dire quelques mots. Dr O'Brien. Tout le monde a dit des choses très importantes à l'instant et je voulais ajouter quelque chose. En fait, on a eu des vaccins qui sont arrivés certes vite, mais nous savions que ce ne serait pas si facile que cela et nous ne savons pas encore dans quelle mesure ils interrompent la transmission. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons des données probantes sur leur efficacité sur les maladies graves en particulier. Cela n'implique pas nécessairement que la protection d'une personne à l'autre aura la même portée. Donc il y aura toujours un nombre croissant de personnes infectées, mais cela ne signifie pas que les personnes vaccinées sont parfaitement protégées et ne peuvent pas être infectées. Elles sont notablement protégées contre la maladie, mais nous avons des études qui nous montrent que la transmission peut provenir de personnes qui ne sont pas symptomatiques. Donc nous devons, en distribuant le vaccin, comme l'a dit Maria, penser aux autres moyens d'action, parce que le vaccin est un outil, mais un outil parmi d'autres. Donc nous ne devons pas non plus renoncer à l'utilisation des autres outils dont nous disposons. Merci, Dr O'Brien. La question d'Antonio était la dernière pour aujourd'hui. Monsieur Tedros, vous avez la parole pour conclure. Merci beaucoup, Fadela. Merci à tous les collègues des médias pour avoir participé à cette conférence de presse et je me réjouis de vous retrouver à la prochaine conférence de presse. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne année. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je rappelle simplement aux journalistes que nous enverrons les fichiers audio et l'intervention du Dr Tedros juste après la conférence de presse. La transcription intégrale sera affichée sur le site web de l'OMS et n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe média si vous voulez poser des questions complémentaires. Merci beaucoup et bon week-end.